La la lele, yeah la 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 lele. La la lele, yeah la 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 lele. La la lele, yeah la 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 lele. Yeah la 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 lele, ya la 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 lele. Sur cette iconographie, on voit bien que dès le médiéval, les Maures sont représentés avec un teint noir, qu'on appellerait aujourd'hui comme des gens de couleur. Alors les chevaliers en face ont des casques, on ne peut pas même déterminer leur couleur, mais en face, ceux qui ont les turbans, c'est clairement des gens qui viennent d'Afrique. Alors, l'Afrique du Nord, la Maurétanie des Carthaginois, il y a eu une présence, une dominance maure qui ne veut pas dire spécialement musulman, mais qui veut dire noir. Alors cette présence en Occident des Maures noirs, c'est bien avant 711, donc bien avant le 8e siècle. L'alliance d'Agar et d'Ismaël. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Agar est aussi appelé Ketura, qui signifierait encens en hébreu. Cependant, Ketura est aussi identifiée comme une autre épouse après la mort de Sarah, avec laquelle Abraham eut plusieurs enfants, dont Madian. Madian qui est relié aussi à la couleur noire et au prophète Shoaib, qui a été envoyé à ce peuple. On veut faire passer Agar pour une esclave alors qu'elle est de sang noble, étant descendante du prophète Salihu. Le prophète Salih est un prophète arabe de la tribu des Tamoud. Il est de la lignée de Sem, un ancien peuple d'Arabie nommé les Ad. Eux aussi connurent un prophète appelé Houd. C'est un peuple de ce qu'on appelle les anciens sémites et tous les peuples que je viens de citer, Madian, Ad, Tamoud, étaient tous des anciens sémites à peau noire. Un ancien peuple d'Arabie nommé les Ad, eux aussi connurent un prophète appelé Houd. C'est un peuple de ce qu'on appelle les anciens sémites et tous les peuples que je viens de citer, Madian, Ad, Tamoud, étaient tous des anciens sémites à peau noire. Aïcha, la femme préférée du prophète, jeûnait et a libéré plus de 600 esclaves en payant le prix fort. Car c'était une recommandation du prophète afin de se faire pardonner les péchés. En même temps, c'est une exhortation à abolir l'esclavage. Le lien de la parenté entre les langues arabes, hébreu et les écritures démotiques
de l'ancien égyptien, avec aussi les langues araméennes, nabatéennes, yéménites. On peut imaginer que la souche sabéenne des anciens sémites était de couleur noire, sans trop forcer le trait de l'histoire. Je pense sincèrement que les Arabes arabisés qui venaient du Nejd ou de Perse ou de Mongolie ou de l'Empire ottoman, c'est bien par la suite, et que à l'origine, le cousinage qu'il y a entre le royaume d'Aksum, le Yémen et là où s'étendait le royaume sabéen, aujourd'hui encore, les Yéménites ont cette apparence qui est proche de celle des Djiboutiens, etc., somaliens. Donc la parenté, le cousinage entre les langues déjà de la péninsule arabique et on voit bien que à cette époque-là, il n'y avait pas de blanc. Il y avait des teints de couleurs cuivrées plus ou moins noires, mais Agar avait sûrement cette couleur-là, comme les Madianites, comme le peuple tamoud et les Arades, et les anciens sémites, les anciens arabes. La parenté donc des langues aussi montre aussi qu'il y a un lien fort. Moïse était un prophète noir. Il a grandi avec la famille royale d'Égypte, donc il avait la même couleur que les Égyptiens antiques, et tout le monde sait aujourd'hui que la couleur des Égyptiens antiques était noire. Et Moussa avait la même couleur que les Égyptiens, Moussa. Donc, enfin, maintenant, les Arabes arabisés n'avaient pas encore pris le territoire de l'Égypte à ce moment-là. C'est bien plus tard. Donc, le royaume d'Aksum, c'est avant le royaume d'Aksum, il y avait déjà le royaume sabéen, et donc toute la population de ce coin-là était noire. Même les Hébreux, les anciens Sémites, comme je vous dis, étaient tous noirs, hein. Les anciens Israélites sont aussi noirs, et Agar aussi. Donc maintenant, à la Mecque, avec le puits de Zamzam et étant l'ancêtre des Arabes, des premiers Arabes, il est facile d'imaginer que les premiers Sémites étaient noirs. Alors, les gens disent Yallah en Wolof et dans plusieurs langues d'Afrique de l'Ouest subsaharienne où les gens sont majoritairement musulmans dans le Sahel. Et voici une carte du monde musulman. Vous voyez bien que la majorité des gens sont de couleur cuivrée, noire, foncée. Donc maintenant, quand on regarde tous les Malinké, les Peuls, les Wolofs, etc., tous ces peuples africains qui écrivent leur langue dans des caractères arabes, et ils ont même adapté des prononciations qui n'existent pas dans les caractères arabes en rajoutant des petites accentuations qui permettent de prononcer leur langue native. Et eux-mêmes, ils utilisent le mot Yallah. Donc, en plus de leur langue où chacune a le mot pour dire Dieu. Le cas de Omar ibn Saïd n'est pas unique. Alors, il y avait des Peuls, des Wolofs, des Haoussa, des Mandingues, des Saracolais, même d'autres populations dites mauresques, maures,
qui étaient déportés en Amérique et qui étaient lettrés en arabe. Et donc, ils écrivaient non seulement leur langue native et la langue arabe avec des caractères spécifiques au type d'écriture venant du Soudan. Eh bien, près de la grande rivière dite Sénégal ou le grand fleuve Sénégal ainsi que le fleuve Gambie se trouvaient déjà plusieurs royaumes, le Jolof avec le Fouta Djallon, le Fouta Toro, le Sokoto, etc. Donc l'islam était déjà arrivé depuis des siècles et la culture mauresque était déjà répandue au moment où la colonisation a commencé à déporter, eh bien, parmi certains Africains, les gens qui avaient cette culture mauresque, c'est aussi quelque chose qui est passé sous silence. C'est une chose qui est cachée parce que justement il y a un apport énorme au niveau culturel de ces Maures. D'ailleurs, les deux surnoms qu'on donnait à Omar ibn Saïd, c'était Tonton Moro ou Prince Omoro. Donc voilà aussi des intellectuels qui ont servi à la découverte de l'Amérique et au développement de l'Amérique. Les Maures blancs et les Maures noirs, c'est ce que j'ai entendu vers la Mauritanie. Et je me suis dit, mais il y a une distinction, on est en train de nous dire que les Maures étaient comme les Berbères qui se disent aujourd'hui de souche blanche. Et donc, il y a un problème avec la culture mauresque qui est représentée partout. Et même quand j'étais en Corse, les gens de la localité me disaient que c'était des Noirs, les Maures. Il y a une histoire ancienne des Maures avec l'Amérique, ainsi que la péninsule arabique et l'Europe. Bien avant même le 8e siècle et l'avènement de l'islam. C'est-à-dire que des Maures ont été déportés comme Ayouba Ben Suleiman, que nous voyons ici, qui est un tableau qui a été fait à Londres, parce qu'il a réussi, lui, à rentrer en Afrique au XVIIIe siècle. Mais dans ses mémoires, qui ne sont pas rédigés par lui, mais par des gens qui l'ont côtoyé quand il est passé à Londres, on a vu que c'était quelqu'un qui était lettré en arabe et il a été libéré justement en étant considéré comme un Maure, considérant que comme il avait cette culture maure et qu'il était lettré en arabe, qu'il n'était pas un esclave et qu'il fallait le libérer, donc il a pu rentrer. Donc il y a aussi Abdurrahman ibn Sori, donc des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, souvent sont des Peuls. Ben, il y a eu des conflits entre les Peuls et les Mandingues, ça date pas d'hier, et ça c'est des conséquences aussi de la colonisation. Mais il y a Bilali Mohammad aussi, d'autres personnes qui sont tous déportés en Amérique ou d'autres qui ont voyagé avant ou qui n'étaient pas forcément esclaves, mais l'époque dans laquelle ils ont vécu, il y avait des contextes comme Oumar Foutiyoutal qui a vécu sa vie sans jamais être esclave. Et à la même époque, il y avait tout un tas de Noirs à travers le monde qui étaient esclaves, et notamment en Afrique de l'Ouest, des Peuls comme Oumar Foutiyoutal, à sa même époque, se faisaient déporter. Donc des Maures, comme lui-même, se faisaient déporter en Amérique, mais ça date pas d'hier. C'est pour ça que Yoro Mahmoud, qu'on voit au centre, et puis ça, c'est un homme qui serait natif donc, du Bénin, donc Mohamed Bakaka,
Et donc il a traversé aussi l'océan jusqu'au Brésil, il a étudié, il est devenu un intellectuel, produit des, des livres, des recherches, il y a beaucoup de choses sur lui. Toutes ces documentations-là, on ne nous en parle pas. Alors, on va dire oui, c'est tardif, c'est 17e, 18e, 19e. Mais attendez, c'est quand même, ça fait plusieurs siècles et il y a tout un tas de documents à voir. Vraiment, les Maures, c'est des Noirs, même sur les drapeaux corses, sur les drapeaux de Sardaigne, etc., etc. Donc, même sur les cartes de Cantino, du pays catalan, on va voir donc que c'était connu. Et donc Saint-Maurice, c'est pas forcément son nom. Mais Maurice, c'est pour signifier sa couleur noire. En plus, on trouve tellement de tableaux où on nous dit que c'est Saint-Maurice, 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 alors qu'ils ne se ressemblent pas du tout et ne datent pas du tout des mêmes époques. Là, ce tableau-là et ce tableau d'avant, voilà, celui-là et celui d'avant ou en rose, pas du tout la même époque, c'est pas du tout le même style. À chaque fois, on nous dit que c'est Saint-Maurice. Ça, c'est les armoiries des familles allemandes. Parce que, justement, Saint-Maurice, avec la Suisse allemande et la vallée du Rhin, c'est une civilisation qui a été fondée, germanique, qui a été fondée par des Noirs. Alors là, je vais me faire cracher au visage, mais je dis, ça fait longtemps que je regardais aux États-Unis des gars qui faisaient des vidéos très bien documentées, ils sont bien plus en avance que nous. Ici en France, on est frileux dès qu'on dit des trucs qui vont à l'encontre de ce qui a marqué dans Fernand Nathan. Fou, ça va pas. C'est comme quand je dis que tous les Noirs qui sont considérés comme des Maures ne sont pas tous des Africains ou des Mauritaniens. Il y en avait qui venaient d'Amérique. Et d'ailleurs, le pape Nicolas V, en 1454, il y a cette bulle pontificale. Bon, apparemment, il l'a retirée, mais il s'est fait assassiner ou il est mort ou il a été retiré, un autre l'a remplacé et a remis une bulle. De toute façon, même s'il avait rendu compte qu'il avait fait une erreur, en tout cas, ça a entraîné justement la stigmatisation de tous les Maures, qu'ils soient noirs, chrétiens, musulmans ou animistes, comme étant des objets à décréter qu'on pouvait les déporter. Alors que ça soit des Noirs d'Amérique qui étaient venus en Europe, voire même en Afrique, avant que les Européens aient des échanges avec l'Amérique et l'Afrique. Et donc, du coup, l'histoire, elle change quand on voit que la ligne de temps qu'on nous a donnée de la chronologie, elle ne peut pas être viable. Il faut revoir déjà les mouvements de population et ça nous permettra aussi de voir que, voilà, il y a encore un tableau où on nous montre même des souverains. Alors même le souverain, je trouve que leur teint est plutôt basané. Mais là, je sais qu'il y a beaucoup de controverses. Ça, c'est un tableau que j'ai sorti déjà. Ça, c'est la vidéo, elle date de 2016. Je la reposte maintenant. C'était vers avril 2016. Enfin, c'est vraiment des gens qui veulent pas croire que l'empereur du Saint-Empire germanique catholique, c'était un noir qui le dirigeait, Charles Quint. Donc c'est vrai que quand on monte ce tableau et que je dis Ferdinand qui défait les Maures, alors les Maures, le Maure est représenté bien comme un noir, il est bien noir, et bon, Ferdinand est représenté comme un blanc. Donc je trouve ça un peu bizarre. Bon, c'est possible, mais vu que c'est l'ancêtre de Philippe II qui est déjà métis et que le père de Philippe II, donc c'est le tableau de Charles Quint que je vous ai montré avant, Charles Quint est le petit-fils de Ferdinand.
Donc, comment est-ce que... Et donc, Philippe est l'arrière-petit-fils. Donc là, on voit sur ce tableau que c'est un peintre non, de Flandre, donc des Pays-Bas, qui vient et qui peint un roi noir sur son cheval. Hein, on voit qu'il est là, le roi noir. Et il y a des juifs qui se font attraper. Les juifs, les maranes, vous savez, à l'époque de l'Inquisition, on attrapait les maranes et on les forçait à fuir. Donc on les déportait soit en Amérique, il y en a qui fuyaient au Cap-Vert, il y en a qui fuyaient à Venise, il y en a qui ont fui aussi dans les Pays-Bas espagnols, parce que justement, Charles Quint était aussi souverain des Pays-Bas. Donc, quand les Maranes et puis les autres qui ont été chassés progressivement, bon, sûrement il y a eu du métissage et il se trouve qu'il y a des gens qui ont des noms aujourd'hui en Espagne de familles d'anciens Maures et en fait qui n'ont plus le teint noir, mais Morata, etc. sont des patronymes qui montrent leur origine. Il y a l'exemple de Mustapha Azemmour, qu'on a européanisé son nom en disant Estevanico d'Azemmour. Donc, Azemmour, c'est une ville qui a dans l'ancien empire du Maroc. Donc, on sait que Sijil Massa, Marrakech, a été fondée par justement des Mauritaniens noirs qu'aujourd'hui on appelle les Haratines et qu'on veut tous les faire passer pour des anciens esclaves alors que c'est 80% de la population et que c'est en fait les descendants de l'ancien royaume du Ghana qui étaient à cet endroit-là, à Kombi Salé, là où il y a la capitale. Donc Estevanico, c'est quand même 200 ans avant Lewis et Clark, l'exploration jusqu'en Californie, la Floride et tout ça. Donc lui, entre 1500 et 1539, je dis 1539, mais j'ai fait une vidéo sur lui qui est un peu plus longue et je compte en faire une autre parce que en fait, pour moi, en fait, j'ai une thèse quand il est arrivé chez les Zuni en Californie. Après tous les péripéties qu'il a passées, je pense que s'il était en servitude et qu'il parlait la langue locale, il s'est débrouillé pour se faire passer pour mort ou pour fuir. Hein. Et je vois pas pourquoi il n'aurait pas pu marronner. J'en parlerai plus dans une autre vidéo. Et si vous voulez, vous pouvez voir tout le développement que j'ai fait justement sur cette extraordinaire épopée de Estevanico d'Azemmour, dit à d'Azemmour, mais c'est Mustapha d'Azemmour. Donc un Maure est donc un noir. Par définition, le mot, ce qui m'embêtait au début, c'est que à chaque fois, quand on parlait des Maures, on me parlait, oui, les Amazirs, les Berbères, les Berbères. Je dis oui, mais attendez. Et quand j'ai dit qu'il y avait des Berbères c'est que c'était pas une race, qu'il y avait des Berbères qui étaient noirs. Alors là, qu'est-ce que j'ai pas dit comme erreur? Donc j'ai commencé à faire des vidéos en montrant que ce qu'on dit être des morts, pour la plupart, quand on regarde les iconographies, même encore récentes du 19e, 18e, c'est-à-dire que c'est pas encore des trucs du 15e ou quoi, mais même les anciennes iconographies, tout nous indique que les morts est relié à l'atteinte des Noirs et même dans l'étymologie des Latins. Alors quand Estevanico arrive en 527, donc en Amérique, il fait l'exploration. Bon, après des naufrages, tout ça, j'explique ça dans la vidéo qui est consacrée sur la chaîne Issafal TV. Donc, Mustapha Azemmour, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que non seulement il maîtrisait plusieurs langues,
mais que c'est lui qui a sauvé, qui a fait survivre même les rescapés, euh, qui étaient peu nombreux, jusqu'à Mexico. Et une fois à Mexico, on le renvoie où? En exploration vers l'ouest alors qu'il venait de traverser tout le Mississippi. Imaginez-vous bien que les premiers conquistadors, c'était des Maures. Et en fait, il faut que vous compreniez que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé sur le Mexique déjà des villes. Et il y avait déjà des Maures, des colonies Maures. Donc, ce qu'on appelle aussi les Maures, c'est pas forcément des musulmans. Il y a Juan Garrido qui aussi, avant que les compagnies anonymes ou les compagnies des Indes soient fondées, accompagnaient les conquistadors et étaient les premiers planteurs, les premiers traducteurs, les premiers accompagnateurs, et surtout, ils emmenaient leur savoir-faire. Et ce qu'on appelait des Maures, des fois, souvent, c'était même des fois des gens qui étaient de parents qui étaient natifs du Congo et qui avaient fait des enfants au Portugal, parce que c'était fréquent à l'époque d'échanger. En fait, la noblesse congolaise allait déjà au Portugal dès le 15e, 16e siècle plutôt. Donc là, on voit qu'il y a des Maures qui avaient des épouses amérindiennes, cimarranes, des cimarrones, comme on dit en espagnol, ou des marrons, c'est-à-dire des natifs amérindiens noirs. Donc ils se sont aussi mélangés avec la population noire amérindienne, parce qu'on veut nous faire croire qu'il n'y avait pas de noirs en Amérique, alors que déjà avant que les Maures de l'époque de Christophe Colomb euh, arrivaient, alors ce qu'on nous cache, c'est que on nous dit que Christophe Colomb a fait venir des esclaves noirs. Ça, c'est faux. Les esclaves noirs qu'ils ont fait venir, ils venaient du continent américain, ils étaient en guerre avec eux, ils les ramenaient dans les îles. Et en fait, les Africains qui ramenaient, c'est des Africains qui venaient libres. Et là, c'est les photos de la famille, les photos des tableaux de des navigateurs qui ont accompagné les expéditions de Christophe Colomb. Alors, il y en a qui étaient de familles d'ascendants maranes, de Maures, donc certains qui étaient convertis. Les maranes, c'est ceux qui se sont convertis pour pas être brûlés ou expulsés. Et donc Pedro Alonso Nino, vous vous rendez bien compte que vous pouvez pas vous rendre compte dans les livres d'histoire que c'était des Maures ou des Noirs parce que on leur donne des noms espagnols. Et puis quand ils peuvent pas faire autrement, ils blanchissent le tableau et puis après quand tu veux montrer le vrai tableau, on te dit non, c'est un fake. On te dit, donc voilà, même la timeline, comme je vous dis, elle est faussée. Donc les premiers Africains qui venaient, ou les premiers Maures qui venaient en Amérique n'étaient pas esclaves, parce que si vous voulez, ils participaient déjà à la conquête, et puis en plus, les Maures, les Maranes avaient des colonies, ils fuyaient les persécutions religieuses déjà avant, et qu'en 1492, il y avait déjà des colonies maranes là-bas. Donc, comme je vous dis, ça, c'est caché. J'ai voulu avec ces vidéos, mais bon, à ce moment-là, c'était une goutte d'eau dans l'océan et les gens me rigolaient au visage, enfin dans les commentaires, c'est une façon de dire. Bon, alors là, il y a bien sûr Georges de Boulogne, un des chevaliers Saint-Georges qui était justement un descendant des Cimarranes de Guadeloupe, donc un noir amérindien. Mais comme on assimilait, on créolisait tous les Noirs d'Amérique, on les traitait de Maures. Mais en fait, c'est par rapport à leur couleur, tout simplement. Mais ils venaient d'Amérique. Alors, grand escrimeur,
la technique des maillolets, c'est du combat au bâton. Donc, on voit aussi Beethoven qui, à la cour, le roi en Autriche s'est exclamé, mais qui est donc ce Maure? Et on lui a dit, ah, ben, c'est le compositeur, c'est lui, Beethoven. Donc il avait une mère qui venait d'une famille Maure, c'est pour ça qu'il avait aussi d'apparence le teint Maure. Donc il y a beaucoup de iconographie où des fois on veut nous dire oui c'est des Abyssinius, Éthiopianus, tout ça. On vous donne plein de qualifications alors que tout simplement des fois c'était des Noirs d'Amérique, Amérindiens qui étaient en Europe et qui bien sûr ben, s'habillaient comme tout le monde et des fois qui étaient très riches. Surtout que le statut de natif américain n'a pas pour toutes les tribus ou pour tous été le sort d'esclaves, même si c'est eux qui ont été les premiers qui ont été ramenés dans les Caraïbes avant qu'on ramène des Africains en tant qu'esclaves. Les premiers Africains, tant qu'il n'y a pas eu des compagnies en Europe, les compagnies des Indes qui se sont fondées, mais là, les maranes, vous avez un exemple là, aux Pays-Bas, espagnol, c'est-à-dire ben, en Hollande, ben, voilà, un noble richement vêtu avec de l'or et tout, donc des Noirs hollandais. Mais c'est parce qu'ils ont fui l'Espagne pour l'Inquisition pour la plupart, ils sont partis là-bas et ils ont fondé le Trust en plus. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les familles en plus que vous voyez là, que ce soit d'Autriche, de Pologne, ils ont tous apparenté des fois avec la famille de Sousa, du Portugal ou d'Espagne, etc. Et donc vous voyez des cheveux toujours ou des barbes crépues. Certains me diront, ah, ça veut rien dire. Mais bon, quand on voit l'ensemble de la collection, des tableaux, des pièces et puis des citations par-ci, par-là, et puis on ne peut pas toujours dire oui, le tableau a vieilli, ah, ceci c'est noir parce qu'on a voulu symboliser cela. Souvent, les artistes, là, je veux dire, c'est bien l'ambassadeur du Congo et son buste qui est dans la cathédrale Santa Maria Maggiore au Vatican. Il y est toujours. Et il est mort en 1608, donc c'est début du XVIIe. C'est-à-dire que des Noirs, il y en avait en Europe, et même après 1454, c'est-à-dire même après le décret. Alors là, il y a une polémique sur Hannibal Petrovitch. Bon, on dit Petrovitch parce que bon, ça vient de pierre transformée en langue russe. Parce qu'en Russie, bon, apparemment c'est quelqu'un de connu, mais on voit très bien que c'était un noir. Alors c'est vrai que on veut nous dire oui, il venait d'Érythrée. Mais alors bon, après ça c'est un tableau qu'on a fait de lui apparemment quand il faisait ses études à Paris. Je vois pas où il n'est pas spécialement érythréen. Il pourrait être un noir des Caraïbes qui est venu. Bon, alors érythréen. S'il est érythréen, eh ben, regardez, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Somalie, Djibouti, Éthiopie, Soudan. Vous voyez bien que tout ça, c'est le même ensemble, même ethnique, même le sang ne peut pas être complètement différent dans ces régions-là. Donc même la reine Charlotte que vous voyez, on voit encore, c'est resté longtemps dans la noblesse, cette mode d'avoir des perruques avec les cheveux vagués, voire bouclés, voire frisés. C'est parce que justement avec le métissage, les cheveux devenaient de moins en moins frisés et vagués, et donc les perruques avec ça, c'était pour encore faire signifier l'origine de la noblesse. Justement, cette noblesse des gens qui avaient les cheveux frisés à la base, des anciens nobles des familles européennes. Donc maintenant, la reine Charlotte, on voit qu'elle est chabine, qu'elle est mulâtresse, qu'elle est métissée, hein, par ses cheveux, ses traits,
Alors, faut pas se fier juste à la blancheur, parce que entre les poudres qui se mettaient sur le nez et puis le climat où elle habitait, ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu avoir des couleurs, puisqu'en plus, à l'époque, le teint blanc était recherché. Donc, elle n'a peut-être pas cultivé non plus le fait qu'en tant que chabine, elle pouvait avoir une peau plus tannée. Mais en tout cas, ses cheveux, on voit quand on lui fait des curly, tout ça, mais on voit très bien que dans souvent ces représentations, elle a les cheveux vagués, les cheveux métissés, elle a les traits, les lèvres, le nez, les yeux, on voit encore les traits parce qu'elle vient de ces familles apparentées avec la famille d'Espagne. Donc, est-ce que, est-ce que vous voyez les tableaux, par exemple, de cette femme qui est une parente de la famille royale et encore de la famille royale, enfin pas royale, mais parce que c'est pas la royauté, Alexandre de Médicis. Donc sa mère est noire, alors on veut nous dire qu'elle était esclave ou ceci ou cela. À chaque fois, on veut toujours mettre les tableaux, dire oui, il y avait un noir qui était noble, mais parce que sa mère était esclave. En général, on ne mettait pas le fils esclave au pouvoir. Non, c'est qu'il y avait, c'était pas choquant à l'époque. Les gens étaient sûrement moins racistes que maintenant. Alfonso Ier, donc comme je vous disais, avait des contacts réguliers avec le Portugal. Donc il y avait des échanges avec le Mani-Congo et l'Europe dès les années 1500 et même avant, sauf qu'avant c'est plutôt les Européens qui se faisaient un peu botter le cul. C'est que bien plus tard où on a accepté quelques missionnaires et tout, même si il y a eu quand même beaucoup de conflits et de résistance, parce qu'au fur et à mesure, ils ont bien compris qu'avec les euh, canons et les prêtres, il y avait pas que les prêtres derrière, il y avait les canons, les forts qui se construisaient sur les côtes, le business ben, des Portugais, des Espagnols et des Hollandais pour aller vers la route des Indes, pour contourner la route de la soie. Donc ça passait par les côtes du Congo, le golfe de Guinée, Mauritanie, les îles du Cap-Vert, et Mozambique et Madagascar et tout ça. Donc à un moment donné, voilà, et ils ont vu que les Européens, ils ont vu qu'il y avait des gens très développés. Donc c'est pour ça que je vous dis déjà, non seulement avant, on voit ces tableaux qui étaient faits à Lisbonne, et on voit aussi que donc il y avait des Congolais qui allaient au Portugal et les missionnaires ont commencé à brûler les fétiches, etc. Parce qu'il y a eu des conversions en masse. Donc c'est un royaume déjà qui a plusieurs centaines d'années, le Congo, de conversion massive, on va dire, au christianisme. Mais il y a les, légendes et aussi euh, les légendes des guerriers comme Shaka Zulu, de ces peuples qui sont bantous, qui sont connus aussi à travers l'histoire. Et il y a aussi Kimpavita. Alors là, c'est une autre histoire parce que ça mériterait vraiment beaucoup plus de documentation, de films, de livres, de conférences. Ça devrait vraiment être très connu. Bon, ça, c'est des ruines de cathédrales qui sont très anciennes, qui ont plusieurs siècles au Congo. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a tout un pan de l'histoire qui est ignoré, qui est complètement passé sous silence. Voilà. Bon, peut-être aujourd'hui on a rénové un peu les ruines, mais déjà au début du XXe siècle, j'imagine, ou fin du XIXe, la nature avait repris ses droits. Donc là, on nous montre des iconographies, on nous dit Mani-Congo, et on nous les représente comme ça. Donc moi, je ne vois pas Mani-Congo, je vois plutôt un Amérindien. Par contre, là, sur cette photo, on voit des maranes
qui se font saisir. Donc c'est l'Inquisition et on voit des nobles noirs qui sont pas inquiétés, d'autres noirs qui sont pas inquiétés. Ça veut dire qu'il y avait une distinction entre les Maranes et les noirs du Congo qui venaient, ou parce qu'à cette époque-là, si vous voulez, il y avait voilà les premiers Portugais quand ils sont venus sur les côtes de l'Angola. Et ben à partir de ce moment-là, très tôt, il y a des nobles qui sont partis vers l'Europe et qui se sont mêlés à la famille royale du Portugal, d'Espagne. Donc quand les gens me disent oui, mais comment ça se fait que Ferdinand, que Charles Quint est noir et patati et Philippe II et machin, je dis écoutez, en plus de l'histoire des morts, qu'il y a la présence des noirs, des marades, des carthaginois, etc., de tous les noirs qu'il y avait, c'est pas étonnant. Donc Simon Kibangu, comme je vous dis, avec Kimpa Vital au Congo, voilà, ça c'est par la suite, mais les morts, c'est beaucoup de choses. C'est en général toujours relié à la couleur. Les châteaux forts d'Axum, les constructions des palais du Congo, les grandes constructions en Afrique, des écritures en Afrique, des tissus colorés. On voit beaucoup de civilisations, différents peuples noirs, des Hébreux, toujours représentés en noir. Donc même les Nubiens, les Égyptiens, les Assyriens, les anciens, les Grecs anciens. Quand on regarde que ce soit les Étrusques, civilisations minoennes, mais de toute façon, les Grecs font toujours référence au Nil bleu, à la civilisation de Méroé. De toute façon, ce teint dit rouge n'est en fait que la couleur marron, dite aujourd'hui et perçue comme étant noire. Voici aussi donc l'empire du Mali qui a englobé quasiment toute l'Afrique de l'Ouest subsaharienne. Donc on voit l'influence aussi que ça a eu sur les royaumes qui ont suivi, le Fouta, Toro, le Wolof, avec le Jolof, le Kayor, le Baol, etc. Donc la culture mauresque, toujours on veut nous parler des Berbères, mais les Maures, c'est un mot qui désigne aussi dans l'Antiquité, Mauritius, en latin, le noir. Donc, c'était pas forcément musulman en plus. Donc, Aksum, en face de la péninsule arabique, on voit très bien qu'il y a une parenté entre le Yémen, l'Éthiopie, et donc on peut se dire que Aksum est aussi héritier de Saba, du royaume sabéen, et donc l'écriture, le guèze, l'amharique, si vous l'entendez, vous pouvez vous méprendre et croire que c'est de l'arabe. Il y a eu donc une parenté. Les églises de la Libella, on nous dit que c'est un haut lieu de la chrétienté, bien avant ce qu'on nous dit l'Arménie, puisqu'il y a des dates officielles comme quoi l'Arménie serait devenue officiellement. Mais en fait, les évangiles circulaient déjà en Éthiopie bien avant. Donc il y a une antériorité, même si il y a un roi Ezana qui est arrivé, qui a dit que maintenant on est officiellement chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des Falachas avant, des tribus de Dan qui ont fui donc après les invasions qui a été annoncée par Jérémie. Donc la domination de toute façon éthiopienne sur la péninsule arabique est connue. Le prêtre Jean, on ne sait pas d'où il vient, c'est une légende, mais qui a beaucoup influencé l'Europe et il était connu qu'il était noir. Donc on regarde aussi toute l'iconographie éthiopienne sur les anges et la chrétienté, donc l'orthodoxie éthiopienne. Ces églises de la Libella, comme je vous dis, elles sont très anciennes parce qu'en fait, elles n'étaient pas des églises à la base. Ça date de l'époque néolithique. C'est une civilisation très ancienne qui avait creusé ça
Ensuite, on en a fait une église. Mais regardez bien Ménélik et ses guerriers. Même si le terme Maure ou culture mauresque est connu plus pour la péninsule ibérique, il faut savoir que les Maures de Mauritanie ont déjà conquis le Maroc avec une partie du Maroc, en tout cas avec Marrakech, qui est très célèbre, qui a été fondée par justement des dynasties qui venaient de Mauritanie. Et il faut savoir que avec le Fouta Toro, le Tekrour, et donc tout cet ensemble-là formait l'ancien Ghana, pas le Ghana actuel. Donc Jabal Tariq, c'est aussi toujours représenté avec une iconographie blanchie, mais on voit la plupart du temps que les drapeaux européens représentent les Maures comme des Noirs, comme les Wolofs ou les Mandingues ou les gens de Mauritanie, avec la grande ville de Chinguetti, comme je vous dis, la capitale de l'ancien Ghana, qui était Kumbi Salé. On voit déjà les châteaux forts. Hein? Donc on comprend l'apport déjà des châteaux forts. C'est ça que je voulais montrer, l'architecture qui existait déjà sur toute la côte du Libéria, Sierra Leone, Congo, et on voyait des villes. C'est-à-dire que les Européens arrivaient et voyaient des villes entières, grandes comme Londres. Donc l'architecture, vous voyez, élaborée, un grand savoir-faire. Voyez bien que l'apport technique qu'il y a eu de cet empire du Ghana, où l'ancienne capitale était Kumbi Salé. Aujourd'hui, on vous montre le Ghana, mais c'est pas le Ghana ancien. Vous voyez, là sur la carte, le Ghana, c'est en dessous du Mali, alors que Kumbi Salé, c'est au-dessus. Donc, Kanga Mansa Moussa, lui, il a eu son trône parce qu'on lui a cédé son grand frère. Alors, Aboubakari II est parti avec une expédition. Alors, des centaines de navires, ils sont jamais revenus. Sur les cartes de Cantino, voilà, dans l'Atlas de Catalogne, on se rend compte que une pépite d'or grosse comme le poing, et c'est pas quelque chose qui montre la pauvreté. En général, on voit que ils ont représenté cette personne comme étant immensément riche. De toute façon, après, ce sont des mécènes qui, en revenant de la Mecque et de l'Égypte, du Caire, ont participé aussi à fabriquer tout un tas de monuments qui sont célèbres aujourd'hui. Asker Ahmed, aussi, bon, là on voit sa tombe. C'est une architecture où tout est un savoir-faire. La culture mauresque, donc, c'est pas uniquement des berbères amazirs à peau claire. Dans l'histoire, on nous le cache, même à l'université, dès que je veux évoquer ça, en disant mais les morts, parce que moi, mon travail, c'était sur cette vidéo à la base d'expliquer que les Maures à la base étaient noirs, hein, parce que de cette culture qui va jusqu'en Guinée, vous voyez, Samori Touré. Hein, donc c'est dans ce film aussi avec le Négus Anagas, on montre les Arabes blancs. Donc ça, j'y peux rien, c'est pas moi qui fais le film, mais vous voyez la parenté qui est entre l'Amérique déjà et l'arabe. Donc comme je vous parlais du Tekrour au nord du Sénégal, vous voyez le Wallo, hein, le Massina, donc le Fouta Toro, tout ça le Fouta Djallon, c'est des Peuls. Alors les Peuls, on ne sait pas, on ne connaît pas leur origine, mais comme Ayouba Ibn Suleiman, qui a été déporté en Amérique, on a parlé tout à l'heure, donc c'est des gens qui sont islamisés très tôt en Afrique. Donc
faut pas voir des armées d'Arabes qui arrivent et qui convertissent l'Afrique subsaharienne. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça a été beaucoup plus compliqué. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des guerres et des conflits, mais finalement la colonisation, que vous étiez mort ou que vous étiez soi-disant animiste, parce que enfin bon, selon la qualification qu'il qualifiait à l'époque, tous les morts, c'était les gens qui étaient noirs. Donc, je disais, en fait, tous les gens qui étaient de confession musulmane et tous les animistes, hein, ce qu'on appelait les Tchéddos au Sénégal, c'est-à-dire que le peuple en général a adopté après l'islam, mais les Peuls étaient les premiers. Et ils ont islamisé beaucoup euh, sur leur passage parce qu'il y en a partout sur l'Afrique de l'Ouest. Et c'était aussi les Sérères qui à la base euh, ont des ancêtres communs avec les Sarakoulés, les Soninké. Donc euh, la colonisation de toute façon a montré que les Maures ont dû s'opposer. Et l'ancien Ghana, voyez là où il est. Là, aujourd'hui, on voit le Ghana n'est pas au même endroit. C'est la colonisation encore, tout ça. Ouagadou, Bida, c'est une légende justement sur cette conversion des Soninké, des Sérères. Alors oui, la légende de Ouagadou, la légende de Bida, donc est-ce qu'on doit la prendre de façon littérale ou est-ce que c'est une métaphore? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, l'ancien Ghana, c'est pas l'actuel Ghana, c'est l'ancien royaume du Ghana qui se trouve dans l'actuelle Mauritanie. Mais la population actuelle de Mauritanie, pour 80%, est noire. Donc là aussi, on vous dit que la désertification du Sahara fertile, progressivement, a poussé des peuples à se reculer de plus en plus vers le Sahel. Et donc, il y a des peuples guerriers, des forgerons, des pêcheurs, des agriculteurs, tout qui se sont retrouvés, qui ont voulu faire une société ensemble. Donc, dans ce mouvement aussi où il y avait des gens qui avaient une culture mauresque, donc parmi, je dis, les Peuls aussi. Ensuite, on va voir que symboliquement, Bida, qui représente le serpent dans la légende de Ouagadou, est donc décapité, voilà, par un chevalier qui sauve une princesse, voilà. Donc on voit déjà presque la légende du dragon, des chevaliers qui sauvent la princesse en Europe dans le médiéval. C'est-à-dire que c'est l'influence même des peuples donc d'Afrique de l'Ouest sur déjà la culture maure et mauresque, donc qui est allée dès 711 aussi sur l'Espagne, sans compter que bien avant le royaume du Ghana, 3 siècles avant Jésus-Christ, il existait déjà ce royaume. Donc c'est des empires qui sont très anciens, qui datent de l'Antiquité. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'ancien royaume du Ghana, qui, comme je vous dis, est quasiment à cheval sur la majorité du territoire mauritanien d'aujourd'hui. Et donc, on fait un rappel de tous ces peuples aujourd'hui qui sont considérés comme des Africains, même à part entière, même s'ils sont musulmans. Donc, il faut arrêter de renier l'héritage qu'il y a aussi. Comme je vous disais, Soni Alibert, c'était quelqu'un qui a vécu
au même moment que Christophe Colomb, puisque en 1492, à la chute de Grenada, il y avait encore un empire mandé. Mais voyez la chevalerie, les costumes avec cette noblesse. Bien sûr que il y avait une civilisation, bien sûr qu'il y avait un raffinement. Et donc on ne peut pas nier cet apport. Et cet apport, on ne peut pas dire qu'il vient que des berbères amazirs à peau blanche. Parce qu'il y a un substrat déjà chez les berbères où on voit beaucoup de populations qui sont cuivrées, noires aussi. Et les Peuls, qu'ils viennent d'Amérique ou dans l'Antiquité, ou alors qu'ils viennent d'Éthiopie, qui sont apparentés peut-être avec les Falachas, peu importe. En tout cas, on voit que les Peuls ont répandu l'islam dans le Sokoto, les Haoussa dans le Niger, donc avec Maba Diarouba aussi dans le Sine Saloum au Sénégal. C'est des Peuls. Donc majoritairement, ils sont venus dans les lieux avec l'accord, en négociant avec les chefs. Il y a eu des djihad armés avec Oumar Foutiyoutal. Mais dans Al-Rimah, dans l'ouvrage, on voit que les hostilités, c'est jamais commencé par lui. À chaque fois, il y a des attaques et c'est des réponses. Donc voilà toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest dont on peut dire que la culture maure peut tirer aussi beaucoup de son essence, de sa substance, et tout ça faisait partie d'un ensemble qu'on appelle l'Empire du Mali, mais c'est l'Empire du Mandé, l'Empire donc aujourd'hui c'est morcelé, et donc Samori Touré à l'époque de la colonisation c'était plutôt vers la Guinée, vers le Fouta Djallon, et Ousmane Dan Fodio vers le Niger, vers les Haoussa, mais tous c'est des Peuls. Oumar Foutiyoutal, donc ils ont combattu contre la colonisation. À un moment donné, Samori Touré il s'est retrouvé à Ndjolé, au Gabon, dans une colonie pénitentiaire, et puis il est mort là-bas. Donc, à un moment donné, quand on a 20 000 fusils et qu'on fait la guerre contre les colons, on le paye. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le cœur du Baol, on va retrouver à Touba une ville dont la communauté se fait appeler les Mourides. Alors les Mouridoullah, ce sont aussi des disciples d'un Peul, Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est un cheikh qui a ses origines de la Mauritanie, la famille Ba. Donc aussi, il y a des liens avec la famille Mbaké, parce que le cheikh Ahmadou Bamba Mbaké tient ce nom de justement la racine Ba, qui est Peul. Et cette famille du Tekrour, du Fouta Toro, qui était justement à la frontière au fleuve Gambie, au fleuve Sénégal, justement au-dessus du fleuve Gambie, là où il y avait le Tekrour et le Fouta Toro, là où il y avait l'ancien royaume du Ghana. Donc l'imam Malik, comme chacun sait, l'Afrique de l'Ouest,
a adopté le fiqh malikite en grande majorité, et bien aussi ce cheikh a suivi ce rite. Bien des débats sont sur l'appartenance à la religion musulmane et l'amalgame qui est toujours fait entre musulmans et arabes et entre la couleur de ce que c'est que les arabes. On voit que dans le monde, c'est pas les arabes qui sont enfin le plus des musulmans, puisque la majorité ne sont non arabes dans l'islam. Alors, quand on regarde la carte, on voit la partie en vert sur l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique subsaharienne est très importante. Donc, l'islam n'est pas la religion des Arabes, c'est pas une religion être arabe. Et être arabe aussi, la définition, aujourd'hui les gens vont vous dire que celui qui parle arabe est arabe ou peut se définir arabe. Donc qu'est-ce que c'est qu'être arabe, surtout quand on vous parle de arabe arabisé, des gens qui viennent du Nejd. Quand j'ai demandé à un docteur à l'université dans le domaine, il m'a répondu que la famille du Nejd, à la base, venait du Koweït. Donc le Koweït, quand vous regardez bien, c'est pas la partie du Hijaz, donc qui, avec la mer Rouge, est à quelques encablures de l'Éthiopie, du royaume d'Aksum et du Yémen. C'est un autre endroit. Et à cette époque-là, même si on a démontré dans d'autres vidéos que les Maures avaient influencé énormément la culture médiévale européenne, il n'est pas dans les habitudes des historiens de raconter l'histoire des perdants, parce que la colonisation, ça, c'est quelque chose qui est un peu tabou quand on en parle. Donc, quand on parle d'un personnage comme Cheikh Ahmadou Bamba, qui est justement subversif par rapport à son combat pacifique, c'est-à-dire que cet homme a mené en premier lieu une révolution pacifique qui a abouti vraiment, comme je vous dis, à cette communauté de Mourides. À la base, vous voyez, la ville de Touba, c'était une brousse avec des lions, des hyènes. C'était un lieu où quasiment l'homme n'avait jamais foulé. Encore un lieu pas souillé par l'homme, mais c'était un lieu de retraite où le Cheikh Ahmadou Bamba, qui est origine des Peuls, comme je vous l'ai dit encore, et donc à la base, sa famille vient de Mauritanie. Comme je vous disais, Mbaké, ça vient de Bekkay, Al-Bekkay, le Cheikh Ahmed Al-Bekkay, qui est connu en Mauritanie. Justement, ça vient de Baka, Al-Baka. Pourquoi Baka? Parce que Baka, c'est le vrai nom de Maka. Déjà, dans le Saint-Coran, on ne nomme pas Maka. La seule référence qu'on a, c'est Baka. Et dans d'autres travaux que j'ai fait avec le professeur Adama Kanji, en tout cas le chercheur, on pouvait faire le lien avec les travaux de Dombi Fakoli et le Hijaz, donc qui avait cette influence sabéenne, donc éthiopienne. L'ascendance Mbaké avec la correspondance des Hijaz et de Mauritanie avec Cheikh Ahmadou Bamba, les Mbaké, la famille des Daimani, donc du coup qui est relié avec le Cheikh Al-Bekkay, comme je vous dis, qui donc sont des Noirs. Les Maures donc sont noirs et donc on ne peut pas les occulter dans l'histoire et ne faire
que de l'amalgame entre arabes, musulmans, maures, amazirs euh, euh, et, euh, et, euh, et mandingues ou peuls et, et, et en fait mettre dans un seul sac tout et dire oui, les conquêtes arabes et tout. C'était ça le but de la vidéo, de montrer, mais attendez, euh, voilà, dans le soufisme, vous allez voir des gens qui viennent d'Algérie, du Maroc, et aussi du Sénégal, du Guinée, du Mali, mais des doctrines comme Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani qui venait justement de Bagdad, et puis Cheikh Ahmed Tijani qui est un Algérien qui a fini sa vie au Maroc, dont aussi le Wird a été repris par justement Oumar Fouti Outal après son retour de la Mecque en Afrique, qui est encore un peul et qui a justement, bon, on le critique pour son djihad armé, mais comme je vous ai dit dans le livre Al-Remah, qui a été adossé au livre de Jawahir al-Ma'ani, donc par la bibliothèque du Caire de eux-mêmes, en considérant que ça complétait les ouvrages du, tawa, du, du, du travail de Cheikh Ahmed Tidjani. Donc voilà, euh, il y a aussi un lien avec la famille de la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est aussi une famille d'érudits de Tidjane, donc qui suivait aussi le soufisme de Cheikh Ahmed Tidjani. Par la suite aussi, après la Qadariya, le Cheikh Ahmadou Bamba a complété son enseignement avec Cheikh Ahmed Chazili dans la voie aussi soufie. Et donc, du coup, Sanoussia, si vous regardez, c'est pas connu dans le monde musulman. Pourtant, c'est très important de regarder qui est Al-Sanoussi. Ce sont des shérifs aussi. Donc, je sais que aussi le terme shérif est contesté. Tout le monde veut être des shérifs. Peu importe, c'est celui qui est le plus pieux devant Allah subhanahu wa ta'ala qui sera le plus juste et le plus récompensé. Donc le soufisme de Cheikh Ahmadou Bamba, il y a beaucoup d'ouvrages, mais c'est très complet, c'est un très grand érudit qui maîtrisait la langue arabe, c'est très agréable à lire en arabe ses écrits. Dommage qu'ils ne sont pas assez connus dans le monde justement arabe moderne, alors qu'à son époque, il était vraiment reconnu de partout, hein. Il tenait des correspondances avec quasiment toutes les tariqas et même avec Makka, comme on disait Baka. Donc, bien sûr, il a combattu pacifiquement euh, la colonisation. Il a été déporté au Gabon, en Mauritanie, des péripéties, il a été assigné. Donc, Gandhi, par la suite, a eu cette démarche. Luther King a eu cette démarche, c'est-à-dire cette révolution pacifique. Et Simon Kibangu aussi. Mais tout ça, c'est par la suite. Et il ne faut pas ignorer l'influence que Cheikh Ahmadou Bamba a eue quand il était pendant 7 ans au Gabon, hein. On n'en connaît pas aujourd'hui, mais à notre époque, Cheikh Ahmadou Bamba, même dans la presse française, dans la presse de partout, on vous dit, oh, il est marabout de l'arachide qui finance la rébellion, ceci ou cela. On voulait l'accuser de choses dont il n'a jamais était en réalité coupable. Et d'ailleurs, toutes ces accusations par la suite ont été balayées. On peut dire que c'est un travail énorme
contre la colonisation, aussi pour préserver la culture africaine, la culture mauresque aussi, puisque tous ces gens-là étaient de très grands érudits qui maîtrisaient la langue arabe al-Fusra, pas le Darija ou quelques dialectes, c'était des réels lettrés, dont Cheikh Ahmadou Bamba et aussi euh, Mam Cheikh Ibrahim Fall, qui était d'une famille des euh, euh, rois du Jolof et du Cayor. Donc, c'est un grand savant qui a tout laissé parce qu'il était l'héritier direct et poursuivre Cher Amadou Bamba et euh, délaisser ce monde terrestre et ne travailler que pour justement euh, que Cher Amadou Bamba puisse avoir ses retraites spirituelles et assumer tous ses besoins. Donc, il ne s'occupait de rien, il n'écoutait que son maître. Euh, et c'est ce qui a donné cette force aujourd'hui au mouridisme, c'est-à-dire cette solidarité dans le travail, cette ferveur dans le travail comme adoration. Alors, pour la face d'Allah, c'est-à-dire qu'on n'en attend pas une récompense sur cette terre, il faut le faire effectivement euh, pour aussi se faire pardonner des péchés sincèrement dans son cœur. Ce travail peut aussi être considéré comme une adoration. Euh, donc, cher Amadou Bamba a créé cette brigade dont euh, Mam Cher Ibrahim Afal fut la lampe qui guida sur le chemin toute cette euh, partie de la population qu'on appelait encore les Tchédos, c'est-à-dire des animistes, et toute une vague de personnes qui sont donc rentrées dans l'islam. Et le cher Amadou Bamba s'est aussi appliqué à nettoyer des innovations qui venaient du fait que toujours dans l'Afrique a coexisté l'animisme et l'islam à partir du 8e siècle, 7e siècle. Donc ça a donné des syncrétismes dont cher Amadou Bamba a amené justement un dépoussiérage sur tous ces apports amenés par le temps, qui sont des influences de la culture animiste. Donc ça a été aussi l'introducteur de l'islam au Gabon, parce que les colons ont déporté au Gabon, mais du coup ça a introduit l'islam au Gabon. On l'a déporté aussi donc en Mauritanie. Et en Mauritanie, donc, Mamcher Ibrahim Afal l'a accompagné et il y avait donc tous les enfants de ces deux chers qui ont pris la suite jusqu'à aujourd'hui pour donner ce qu'on a aujourd'hui, une ville immense qui n'est pas une ville comme les autres, effectivement. Elle a un statut particulier. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas l'autorisation de jouer des percussions. On ne peut jouer que le Coran, des panégyriques ou du zikr, tout ce qui a un rapport à l'adoration. Bien sûr, il y a des financements de mosquées partout et les quartiers, les gens viennent habiter là. Donc la brigade de Mamcher Ibrahim Afal, qu'on appelle les Baïfal, se consacre au travail et pendant le Ramadan et tout le reste de l'année, pendant que euh, certains jeûnent et méditent ou font du zikr ou s'occupent de leur famille, eh bien,
les Baïfal travaillent, et à la rupture de jeûne, il y a les distributions des repas qui ont été préparés dès le matin. Donc c'est à Mbacké Kayor que le pacte d'allégeance de ce grand érudit, Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui était un descendant des Damal, de la dynastie donc du Jolof, fait son pacte d'allégeance sur Cheikh Ahmadou Bamba, accompagné de Adama Gueye, cher Adama Gueye, qui donc l'accompagne voir cher Ahmadou Bamba Mbacké, et de là démarre le mouridisme, cette voie qui rétablit donc la voie tracée par le prophète et ses compagnons, débarrassés des apports apportés par le temps. Donc, il faut comprendre donc toute l'influence que les Maures ont sur la culture qu'il y a en Afrique, ainsi que ce que ça a pu amener donc à l'Europe. Ne pas l'occulter, il faut absolument que ça soit approfondi. Il faudrait que les gens soient déjà un peu plus renseignés sur l'islam avant de vouloir faire absolument des vidéos et dénigrer les Noirs musulmans pour les traiter d'assimilés, etc., etc. La lumière vient donc aussi de l'intérieur. Il n'y a pas que la lumière de l'extérieur. Il y a l'apparent et le caché. Donc cherchons à approfondir tous ces éléments. S'il vous plaît, je vous demande donc d'être moins fermé d'esprit parce que des fois les commentaires sont un peu durs concernant les musulmans ou les noirs musulmans, parce que certains croient que parce que des noirs seraient musulmans, qu'ils ne seraient pas africains. Ils ne se sentiraient pas africains ou qui joueraient dans l'équipe adverse contre l'Afrique. C'est pas du tout le cas. La plupart des Africains musulmans donc souhaitent justement aider au développement de l'Afrique. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, qui a écrit un traité qui s'appelle Masalikul Jinan, on le trouve en français, les itinéraires du paradis. Il y a beaucoup de choses à lire. Alors, j'ai eu du mal au début à faire des vidéos où je disais clairement ces choses-là, mais merci à Soudan Massina et à Darkshine qui ont percé la brèche, même s'il y a des frères aux États-Unis qui avaient déjà fait ces travaux-là, il y a d'autres frères dans d'autres langues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paix et à la assisote et des bénédictions. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa sahbihi wa salama tasliman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. La la lele, ye la 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 lele. La la lele, ye la 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 lele. La la lele, ye la 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 lele. Ye la 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 lele, ya la 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 lele.